Marseillais en fait, au départ. Donc je le dis parce qu'on est à Marseille. Donc avec Marie Vernet, qui est notre psychologue, on a travaillé ensemble, et notre chercheur qui est Stéphanie Ducrot, qui est assise au premier rang et qui est chercheur en linguistique. On a est sollicité par Monsieur Dubois pour parler des troubles d'apprentissage. Alors j'ai déjà fait une intervention sur les troubles d'apprentissage à Bordeaux il y a quelques années. Peut-être certains s'en souviennent, qui avait été assez générale. Et là, j'ai choisi d'être... parce que depuis ces nombreuses années, vos enfants et les enfants présents participent aux recherches que l'on mène. Et je voulais, au travers d'une présentation scientifique, donc les diapos vont faire très peur, mais vous ne regardez pas les diapos, vous écoutez ce qu'on dit, on va essayer de vous expliquer un petit peu le cheminement, à quoi ça sert la recherche, notamment dans les troubles d'apprentissage, pourquoi on fait de la recherche dans les troubles d'apprentissage dans la neurofibromatose, et où on en est avec les travaux qu'on a menés, et vers quoi on va se diriger dans les prochaines années. C'est ça l'idée. Voilà. L'idée générale est celle-ci. Alors, première chose, première diapo, un message. Le principal souci en termes de fréquence chez les enfants porteurs d'une neurofibromatose de type 1, on est tous d'accord au niveau international, ce sont ce qu'on appelle les troubles du neurodéveloppement, les troubles des apprentissages, c'est-à-dire cette difficulté en lien avec l'atteinte de certaines fonctions cognitives que les enfants vont exprimer, notamment à l'école. Donc très souvent, la préoccupation chez les enfants, c'est celle-ci. Bien sûr, il y a d'autres préoccupations, ce n'est pas le sujet ici. Vous savez les problèmes ophtalmologiques chez les enfants, vous savez aussi les problèmes des neurones plexiformes, pour lesquels on a fait pas mal de progrès ces dernières années. On n'en parlera pas du tout. Deuxième diapositive, c'est de vous dire, ce schéma, c'est simplement pour vous faire comprendre comment on raisonne quand on essaye de comprendre la difficulté d'apprentissage. La difficulté d'apprentissage, par exemple, le problème de la lecture, c'est ici. Nous, on essaye de comprendre quelles sont les fonctions intellectuelles, les fonctions mentales, l'attention, la mémoire, la capacité à manipuler les sons, etc., qui sont éventuellement défaillantes. Est-ce que c'est relié à un mauvais fonctionnement du cerveau et quelle région du cerveau est-ce qu'on peut le repérer sur une IRM? Et est-ce que c'est ce que l'on observe au niveau du cerveau est lié à des facteurs génétiques, à des facteurs environnementaux? Dans le cas de la neurofibromatose de type 1, le gène, on le connaît. Mais par exemple, on sait qu'il y a de très nombreuses mutations qui peuvent être retrouvées sur ce gène très grand. Et aujourd'hui, je peux le dire tout de suite, on n'a pas encore établi de corrélation. Tout à l'heure, on parlait de corrélation dans la neurofibromatose avec Michel Calamarides. Dans la neurofibromatose de type 1, ces corrélations, on ne les connaît pas en fait. Ce n'est pas parce qu'on a la mutation identifiée qu'on va vous dire quelles sont les difficultés que va présenter l'enfant. Alors, comme on est dans une maladie génétique, les premières personnes qui se sont intéressées à comprendre ce qui se passait, pour comprendre les difficultés, se sont dit ça doit être un problème intellectuel, c'est-à-dire que le quotient intellectuel par rapport à la population générale serait plus faible ou beaucoup plus faible. Et toutes les recherches ont convergé pour dire non, la fréquence du trouble du développement intellectuel ou de la déficience intellectuelle dans la neurofibromatose de type 1 est certes légèrement supérieure par rapport à la population générale, mais ce n'est pas cela qui explique les difficultés d'apprentissage. Quand on prend 50 enfants qui ont une neurofibromatose de type 1, qu'on compare à 50 enfants qui n'ont pas de neurofibromatose de type 1, les enfants qui sont dits dans la population générale ont un quotient intellectuel en moyenne à 100, et les enfants qui ont une neurofibromatose ont un quotient moyen qui est autour de 90. Donc il y a une différence de 10 points, mais ça ne situe pas l'enfant dans une zone de déficience intellectuelle. Ensuite, au travers de... Alors, on n'a pas été les premiers à travailler sur les sujets des troubles des apprentissages, sur les problèmes cognitifs dans la NF1, il y en a d'autres bien avant nous. Et au début, on a dit, la NF1, on a bien compris ce qui la caractérise,
c'est des problèmes visio-spatiaux. C'est traiter l'information visuelle, analyser l'information visio-spatiale qui est déficitaire. Et notamment parce qu'on s'est rendu compte qu'un grand nombre d'enfants et de personnes atteintes de neurofibromatose avaient du mal à réaliser ce test, le test de jugement d'orientation de ligne. Et puis, en avançant, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi quand même des problèmes de langage. Et notamment, certains ont dit, quand on regarde les quotients intellectuels, c'est plus souvent le quotient intellectuel verbal qui est impacté que le quotient intellectuel non verbal, ce qui n'est pas complètement vrai. Et puis, on a vu qu'il y avait, dans les problèmes d'apprentissage, plus de problèmes en lecture qu'en mathématiques. Or, quand on est dans des altérations visio-spatiales, on s'attend plus à avoir de problèmes en mathématiques qu'en lecture. Et donc, effectivement, les travaux qui ont, à la fin des années, au début des années 2000, les travaux d'une équipe qui a beaucoup publié sur les troubles d'apprentissage, nous a dit, effectivement, il y a des troubles du langage qui peuvent être présents et qui peuvent impacter la lecture. Donc, sur cette diapositive, c'est pour vous dire que au début des années 2000, on a commencé à établir une première carte, on va dire carte d'identité des troubles cognitifs. Il n'y a pas, la déficience intellectuelle n'est pas la problématique centrale, mais les difficultés d'apprentissage sont très fréquentes puisque un enfant sur deux est concerné. Ont émergé le fait que ces personnes atteintes de neurofibromatose type 1 avaient des problèmes d'attention. Très rapidement, on s'en est rendu compte. Des problèmes visio-spatiaux. Et pour le reste, les choses étaient plus incertaines parce que nombre insuffisant d'études. Ça, je vous l'ai dit, les difficultés d'apprentissage sont fréquentes, concernent presque un enfant sur deux, plus souvent des problèmes de lecture que de mathématiques, et franchement plus importantes que dans la population générale. Quand on regarde nos jeunes vos enfants qui vont faire les journées de la défense et de la citoyenneté, et qu'on évalue leur niveau de lecture, selon le niveau que l'on prend, c'est 10 à 20% de personnes qui ont des difficultés de lecture. Dans la neurofibromatose, c'est un enfant sur deux qui a des difficultés de lecture. Donc certains chercheurs ont dit, vraisemblablement, la neurofibromatose, on pourrait s'en servir, c'est-à-dire comprendre à partir de cette maladie, qu'est-ce qui peut entraîner des difficultés pour apprendre à lire. Donc cet article-là, je vais vous le dire, c'est un petit peu l'article qui a déclenché mon investissement dans ce domaine. Le premier travail que l'on a fait à Toulouse, c'était une étude préliminaire avec un médecin qui s'appelle Sabine Marty, qui a comparé 10 enfants suivis à Toulouse qui avaient une neurofibromatose de type 1 à 10 enfants qui n'avaient pas de neurofibromatose de type 1 et à qui on a fait passer un certain nombre de tests avec des habiletés qui sont essentielles pour la lecture, qui s'appellent donc la conscience phonologique, c'est-à-dire cette capacité qu'on doit avoir à entendre les sons qui constituent les mots et à être ensuite capable de manipuler ces sons. Et certains avaient déjà dit que ce domaine-là pouvait être impacté dans la neurofibromatose, et donc elle a regardé cela. Elle a regardé aussi les aspects visio-spatiaux avec le test qui est présenté en bas, qui s'appelle le test de Thurston. Et effectivement, le constat de son étude a été de dire, elle a analysé d'autres fonctions cognitives dans sa thèse. C'était un travail dit préliminaire. Et le constat était de dire qu'effectivement, on retrouvait des difficultés sur le plan de la conscience phonologique, des difficultés sur le plan visio-spatial. Par contre, on ne mettait pas en évidence des difficultés sur le plan mnésique ou sur le plan des fonctions exécutives sur cette étude préliminaire. Donc, on est parti sur une recherche plus ambitieuse. C'est comme ça que l'on fait en recherche. On commence par une étude préliminaire. Et puis, si l'étude préliminaire donne une direction, on va faire des hypothèses pour aller les tester sur un plus large panel de personnes. Et donc, là, c'est pour vous rappeler, ça c'est important, parce que c'est un modèle très simple pour vous dire que la lecture, en fait, c'est accéder à du sens. On lit pour comprendre
une information pour s'en servir, soit pour enrichir nos connaissances, soit pour utiliser un ordinateur, soit pour un mode d'emploi X ou Y. Mais pour comprendre ce que l'on lit, il faut à la fois déchiffrer le mot, reconnaître le mot qui est écrit et associer à ce mot un sens, donc comprendre à l'oral. La reconnaissance des mots fait intervenir donc des aspects linguistiques, et notamment la phonologie dont j'ai parlé tout à l'heure, être capable de reconnaître les différents sons qui combinent le mot matin que vous voyez écrit. Matin est composé de sons un, et ensuite être capable de les combiner ensemble pour arriver à matin. Et donc, cette habileté cognitive, la phonologie, c'est une des hypothèses que l'on faisait pour dire peut-être que les enfants qui sont porteurs d'une neurofibromatose de type 1 ont des difficultés en lecture à cause notamment de cet aspect-là. Mais sans oublier que dans la lecture, il y a aussi un aspect visuel, à la fois déplacer le regard, mais aussi déplacer notre attention, notre focus attentionnel, un peu à l'image du projecteur qui est représenté sur le petit dessin. Et ce déplacement, ce focus attentionnel, est-ce qu'il n'est pas aussi perturbé chez les enfants qui, comme on l'a vu, ont des difficultés attentionnelles? Donc, on a mené une étude dans le cadre du PHRC. PHRC, ça veut dire c'est un projet de recherche projet hospitalier de recherche clinique et qui a impliqué plusieurs centres en France. Ce qui nous a permis par rapport à l'étude préliminaire qui avait été faite à Toulouse, d'inclure 75... L'objectif était d'inclure 100 enfants au développement normal et 100 enfants ayant une neurofibromatose, mais avec l'enjeu d'apparier les enfants, chose qui n'avait jamais été faite, un à un, c'est-à-dire qu'un enfant qui avait la neurofibromatose devait avoir en face de lui un enfant qui avait le même âge, le même sexe, la même latéralité et le même niveau de lecture. Donc, pour ces raisons, on est arrivé malgré tout à faire pas 100, mais 75 paires d'enfants, donc 150 enfants, et ceci a permis de comparer des choses comparables, c'est-à-dire j'ai une neurofibromatose, je n'ai pas de difficulté de lecture, parce que je vous ai dit, il y en a 50%, donc un enfant sur deux qui n'a pas de difficulté de lecture, et j'ai une neurofibromatose, j'ai des difficultés de lecture, donc il faut que je sois en face d'un enfant qui n'ait pas la neurofibromatose et qui ait soit des difficultés de lecture, soit qui n'en a pas, et de même niveau. Donc c'est très difficile à mener comme recherche, hein, bien sûr, mais grâce à votre enthousiasme, hein, là, sincèrement, ce type de recherche n'est possible que parce que vos enfants participent et que vous en compreniez le sens. On a pu montrer, je dirais, on a pu dire trois choses, trois résultats très simples. Dans notre étude, en France, c'est 41% d'enfants qui avaient des problèmes de lecture tels qu'on les a définis. Donc on est proche des 50%, on est un peu en dessous. Premier point. Deuxième point, on a retrouvé les difficultés visio-spatiales avec différents tests, le JLO bien connu dans la littérature, le Thurston qu'on avait utilisé dans l'étude préliminaire, ou un autre test, le Corsi, qui est un test qui est plus de mémoire visio-spatiale, j'y reviendrai. Et surtout, on a montré que les difficultés phonologiques était une des caractéristiques de ces enfants. C'est-à-dire que la difficulté à manipuler les sons du langage, en leur faisant faire ce qu'on appelle des épreuves de soustraction ou de fusion de phonèmes. Soustraction de phonèmes, c'est quand je dis cravate, quel est le premier son que vous entendez au début de cravate? C'est le son k. Je l'enlève, il reste ravate. Ce type d'exercice est un peu difficile, mais il faut avoir la conscience finalement des transitions entre les sons pour pouvoir faire de la manipulation, et c'est très important pour la lecture, en tout cas au début de l'apprentissage de la lecture. Et les fusions de phonèmes, c'est quand je dis par exemple photo artistique, qu'est-ce que vous entendez au début de photo comme son? Qu'est-ce que vous entendez au début
artistique, et ensuite de fusionner les deux sons, f et a, fa, pour arriver à la fusion de phonèmes. Les enfants inclus dans cette étude avaient comme caractéristique d'avoir des difficultés dans ces domaines-là, et ce, indépendamment de leur statut vis-à-vis de la lecture. Et de même pour les difficultés visio-spatiales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, pour une raison pour l'instant que j'ignore, le gène de la neurofibromatose, lorsqu'il est altéré, perturbe des fonctions cognitives, comme la capacité de manipulation des sons, comme la capacité de traiter de l'information visio-spatiale, et que pour ensuite des raisons de combinaison, de terrain, etc., on va aboutir ou pas à des difficultés de lecture. Le deuxième résultat, donc c'est des publications différentes parce que c'est des résultats qui ont été publiés dans des revues différentes parce qu'elles traitaient de sujets différents, répondaient à des objectifs différents. Le deuxième résultat du PHRC, c'était de dire que les difficultés d'attention qu'on avait repérées, on les a bien retrouvées dans notre étude. Ces difficultés d'attention, elles sont repérées soit par des questionnaires, les questionnaires qu'on vous fait remplir quand vous venez en consultation, voire dans une consultation de troubles d'apprentissage, on fait très facilement remplir des questionnaires. Parce que c'est la vraie vie, c'est ce que vous constatez de vos enfants au quotidien. Et puis après, il y a la fausse vie. La fausse vie, c'est quand je passe un test avec Marie Vernet. C'est faux, en fait, c'est artificiel. Elle vous fait passer un test à un enfant dans une pièce où il n'y a pas de bruit, il ne faut pas qu'on tape, il ne faut pas qu'on dérange. Et donc, mais ces deux sources d'informations sont très importantes parce qu'elles se combinent pour nous donner une image réelle de la situation. Mais ces difficultés d'attention qui sont repérées dans la neurofibromatose, évaluées soit par les tests, soit par les questionnaires, ont un impact, sont en lien avec les difficultés de compréhension de la lecture, en tout cas ce qui a été mis en évidence dans ce travail. Et le troisième point, la troisième conclusion du PHRC, donc le PHRC a abouti à 3 publications, c'est de dire que, et ça je vais essayer de vous faire comprendre, c'est qu'il y a une différence, il y a un impact lorsqu'on est dans une situation de forme sporadique, de mutation de novo, c'est-à-dire mon enfant est porteur de la mutation mais il n'a pas hérité de son père, papa ou de sa maman, ou si, au contraire, la mutation a été transmise. Donc la comparaison des formes sporadiques et des formes familiales. La comparaison ne montre pas de différence au niveau des fonctions cognitives dont je vous ai parlé, c'est-à-dire il n'y a pas de différence au niveau de la conscience phonologique ou des aspects visio-spatiaux. En termes statistiques, qu'on soit que l'enfant est une forme héritée de ses parents ou l'enfant est une mutation de novo. Par contre, là où il y a une différence, c'est sur le quotient intellectuel. C'est-à-dire que la forme, le fait d'être dans le cas d'une forme familiale va impacter sur le quotient intellectuel qui va être significativement plus bas, toujours dans la zone normale, mais significativement plus bas en termes statistiques. Et ça, vraisemblablement, c'est un message qui nous dit quoi? C'est nous dit, ben oui, parce que quand j'ai une neurofibromatose, je peux avoir moi-même eu des difficultés d'apprentissage qui peut-être ne m'ont pas permis d'accéder à telle ou telle profession, etc. Et ça va retentir, parce qu'on sait qu'il y a des facteurs environnementaux, je vous l'ai dit au début, qui vont retentir sur le développement de l'enfant. D'où les messages ensuite, évidemment, de l'intérêt, lorsqu'on sait qu'un enfant est porteur d'une NF1, d'intervenir le plus tôt possible vis-à-vis des difficultés d'apprentissage. Donc, si on schématise un petit peu ce que j'ai raconté jusqu'à présent, de façon assez simple, c'est de dire, le schéma a disparu, là. Le schéma avec les bulles, les 4 niveaux, mais c'est le même. Niveau académique, c'était le niveau comportemental. J'ai des difficultés en lecture, en particulier en compréhension de lecture. Je remonte au niveau cognitif. Eh bien, il y a un problème avec la conscience phonologique. Donc, je fais l'hypothèse que ça va altérer l'apprentissage de la lecture et des conversions grapho-phonémiques, c'est-à-dire d'être capable d'attribuer à une lettre un son, et ça va sans doute participer à la compréhension de lecture. Il y a un déficit attentionnel qui participe, je vous l'ai dit, on l'a montré. Il y a ce déficit visio-perceptif,
Et on va voir avec Marie que les aspects visuospatiaux dans la lecture, les aspects visuels dans la lecture sont importants. Et il y a ce recul de 10 points au niveau du QI. Et tout ça participe sans doute à ce déficit de compréhension de lecture. Donc maintenant, je passe la parole à Marie, parce qu'elle a travaillé, on a travaillé tous les trois, mais c'est surtout Stéphanie et Marie qui sont les spécialistes des aspects visuels dans la lecture. C'est pour ça que on s'est associés. Bonjour à tous. Donc moi, je vais revenir sur les aspects visuels engagés dans la lecture et sur les études qu'on a fait du coup auprès d'enfants atteints de NF1 sur cette question-là. Donc effectivement, la lecture est une activité linguistique avec la manipulation des sons. C'est également une activité attentionnelle et c'est aussi une activité visuelle. Donc pour lire, nos yeux doivent suivre les lignes efficacement en faisant des saccades, des petits sauts sur les mots et des fixations pour traiter l'information. Et nous devons également déployer notre attention sur ces mots, à la fois au milieu du regard, mais aussi sur tout ce qui se passe autour en paraphobia. L'œil doit se fixer au bon endroit dans les mots pour lire efficacement. Et en fait, on s'est rendu compte par de nombreuses études, que chez les lecteurs experts, l'œil se fixe préférentiellement à un endroit du mot pour lire efficacement. Et donc l'œil va se fixer à cette position préférée d'atterrissage du regard, qu'on appelle aussi PVL, qui se situe à mi-chemin entre le début et le milieu des mots, au centre gauche des mots. Et lorsque le lecteur fixe cette position-là, ça va permettre de décoder en une seule fixation le mot, donc très rapidement de faire un traitement parallèle de l'ensemble des lettres qui composent le mot. Et donc on a remarqué que ce positionnement efficace du regard émerge dès la fin du CP. Donc la question, c'est finalement, est-ce que chez les enfants atteints de NF1 qui ont des difficultés de lecture, est-ce qu'il y aurait des difficultés au niveau de ces processus visuels-là ? Est-ce qu'il y aurait des difficultés dans le bon positionnement du regard ? Donc, très peu d'études se sont intéressées à ça. Et donc, nous, l'objectif a été de comprendre l'implication de ces processus visuels dans les difficultés de lecture chez les enfants atteints de NF1. Nous avons également étudié l'intérêt d'outils de dépistage des difficultés visuelles engagées dans la lecture et d'un outil de remédiation dont je reviendrai tout à l'heure. Donc, sur le premier outil que nous avons étudié, donc, il s'agit du DEM test, qui est un test de dénomination de chiffres en suivi de colonnes et en suivi de lignes. Donc, vous avez ici la planche A du DEM test où on demande à l'enfant de dénommer le plus rapidement possible les chiffres de haut en bas en suivant les colonnes et surtout sans s'aider de son doigt. On veut voir comment ses yeux travaillent. Donc, ce test A nous permet de mesurer un temps de dénomination verticale. Et on a également le test C, où l'enfant, cette fois-ci, doit dénommer les chiffres en suivi de lignes, donc de gauche à droite, le plus rapidement possible également. Et vous voyez, il y a des espacements entre les chiffres qui sont variables pour mimer une situation de lecture avec des mots de taille différente, où l'œil doit faire des sauts de taille différente. Donc, pour cette étude, nous avons recruté 42 enfants atteints de NF1 et 42 enfants au développement typique, donc sans NF1, âgés entre 8 et 12 ans. Donc déjà, premier résultat, la fréquence des difficultés de lecture chez les enfants atteints de NF1. Donc on a retrouvé 41% d'enfants qui présentent des difficultés de lecture, ce qui rejoint ce qui avait été trouvé dans la précédente étude que Yves vous a présentée. Deuxième résultat intéressant, c'est que les enfants, alors NF1 plus DL, c'est pour les enfants qui ont des difficultés de lecture, et NF1 non DL, c'est pour ceux qui n'ont pas de difficultés de lecture. Donc les enfants qui présentent des difficultés de lecture auraient une fréquence élevée de difficultés visio-perceptives et visio-attentionnelles au DEM test. Et le deuxième résultat qu'on a trouvé intéressant, donc c'est dans ce graphique complexe, donc l'indice HT, donc le temps de dénomination en suivi de ligne, donc les chiffres lorsque l'enfant doit suivre les lignes, ce temps-là permet de dissocier les enfants qui ont des difficultés de lecture de ceux qui n'en ont pas. Donc en fait, cet outil-là, cette planche de dénomination en suivi de ligne, pourrait nous permettre d'évaluer donc lors des bilans cliniques
d'évaluer l'efficacité des processus visuels engagés dans la lecture. Et donc de repérer dès la maternelle, par exemple, lorsque la lecture n'est pas encore possible, de repérer dès la maternelle les enfants qui sont à risque de présenter plus tard au cours de leur apprentissage des difficultés de lecture. Voilà, donc c'est un outil qui est facile et rapide d'utilisation et qui pourrait venir compléter ceux déjà existants sur les processus linguistiques. Alors, lors des bilans, nous avons également fait passer d'autres tests. Donc, le JLO, il vous a présenté le test de jugement d'orientation de ligne. L'indice HT, c'est la dénomination de chiffres en suivi de ligne, ce que je vous ai montré juste avant. Et fusion de phonèmes, eh bien, c'est une épreuve de conscience phonologique, donc de manipulation des sons. Nous avons regardé sur l'ensemble des enfants atteints de NF1, nous avons regardé les enfants qui étaient en difficulté dans ces 3 tâches. Okay, donc les graphiques, c'est les enfants en difficulté à ces tâches. Et ensuite, parmi les enfants en difficulté à ces tâches, nous avons regardé comment se répartissaient ceux qui avaient des difficultés de lecture et ceux qui n'en avaient pas. Donc en orange, vous avez les enfants qui présentent des difficultés de lecture et en bleu, ceux qui n'en ont pas. Et ce qu'on remarque, c'est que majoritairement, ceux qui présentent des difficultés à ces 3 tâches-là sont ceux qui présentent également des difficultés de lecture. À noter quand même que certains enfants qui n'ont pas de difficultés de lecture présentent aussi des difficultés à ces tests-là. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé du bon positionnement du regard dans les mots. Vous vous souvenez, au centre gauche des mots. Donc nous avons voulu regarder finalement comment les enfants qui avaient des difficultés de lecture et ceux qui n'en avaient pas positionnaient leur regard dans les mots et pour voir si on pouvait ensuite les aider à améliorer leur positionnement dans les mots. Donc nous avons fait une tâche auprès de 20 enfants au développement typique, 20 enfants présentant une dyslexie développementale, donc sans NF1 associé, et 20 enfants atteints de NF1, dont 11 qui présentaient des difficultés de lecture et 9 qui n'en présentaient pas. Et nous leur avons fait passer une tâche en oculométrie avec une petite caméra sous l'œil pour regarder où l'œil allait se positionner pendant l'exercice. Les enfants fixaient une croix et ensuite un item apparaissait soit dans le champ visuel gauche, soit dans le champ visuel droit. Et la tâche de l'enfant, c'était d'aller fixer du regard le milieu de l'item. D'accord ? Et lorsqu'il fixait le milieu de l'item, il devait simplement appuyer sur un bouton. Et nous, on a regardé où l'œil allait se fixer naturellement suite à la première saccade, notamment dans les mots, dans le champ visuel droit, dans une situation qui ressemble à une situation de lecture. Ce qu'on a observé, c'est que ce qu'il faut retenir de ce graphique, c'est qu'en bleu, ce sont les enfants qui ne présentent pas de difficulté de lecture, au développement typique ou NF1 sans difficulté de lecture. Et en rouge, ce sont les enfants qui présentent des difficultés de lecture, donc dyslexiques ou atteints de NF1. Ce qu'on remarque, c'est que, vous voyez ici, c'est la position dans le mot. P1, c'est le début du mot, P3, le milieu, P5, la fin du mot. Ce qu'on remarque, c'est que les enfants sans difficulté de lecture, en bleu, se positionnent très bien à P2, au centre gauche des mots. Alors que les enfants qui présentent des difficultés de lecture, qu'ils aient une dyslexie ou qu'ils aient une NF1 avec des difficultés de lecture, ont plus de difficultés à positionner correctement leur regard. La position est beaucoup plus variable. Alors évidemment, ensuite on s'est intéressé au profil individuel et on s'est rendu compte que certains enfants avec difficultés de lecture réussissent quand même à fixer cette position et inversement, certains enfants sans difficulté de lecture ont quand même des profils parfois variables. Mais de manière générale, c'est ça qu'on a observé. Donc finalement, le positionnement du regard dans les mots ne serait pas spécifique à la NF1, mais plutôt dépendant de la présence ou non des difficultés de lecture. Et ça a un impact important puisque ça veut dire qu'on peut utiliser les outils qu'on utilise déjà dans la dyslexie pour travailler avec les enfants atteints de NF1 ayant des difficultés de lecture. Si je reviens sur le schéma de la tentative de synthèse, puisque maintenant on a abordé les aspects un peu plus visuels, vous avez retenu que les problèmes de conscience phonologique, le déficit d'attention et visio-perceptif étaient une des caractéristiques, mais que vraisemblablement les particularités que Marie vient de montrer au niveau des mouvements oculaires et du positionnement du regard dans le mot était plus une conséquence des problèmes de lecture qu'une conséquence de la maladie. D'accord ? C'est ce que veut dire le schéma. Vas-y. Mon collègue, et que vous connaissez, puisque l'année dernière, les réunions avaient lieu à Rennes, je crois, ou à Nantes, Rennes. Mon collègue Arnaud Roy, à qui on échange régulièrement, vous savez, travaille sur un autre aspect, c'est l'aspect exécutif.
c'est-à-dire notamment les aspects de mémoire, dont on a un petit peu parlé tout à l'heure, de mémoire de travail, de planification, d'inhibition et de flexibilité mentale, qui sont aussi des choses qui ont été, qu'on peut dire aujourd'hui, comme étant, faisant partie de la carte d'identité. Vous voyez que la carte d'identité, au niveau neuropsychologique, elle s'enrichit de travaux avec la deuxième équipe en France qui travaille sur ces aspects-là. Alors évidemment, ça soulève des tas de questions, parce qu'on sait que les fonctions exécutives sont notamment très importantes dans les mathématiques. Est-ce que finalement, les difficultés dont j'ai signalé au début, mais que je dis qu'elles étaient moindres que dans la lecture, est-ce que ces difficultés en mathématiques ne sont pas plus en lien avec des problèmes de fonctions exécutives? Arnaud Roy et Julie Rémond, qui a soutenu sa thèse il n'y a pas longtemps, et dont vos enfants aussi ont sans doute participé, à pointer le fait que les fonctions exécutives avaient un impact sur la cognition sociale. Donc on commence à avoir une explication de pourquoi c'est difficile d'interagir avec les autres parfois quand j'ai une neurofibromatose. Peut-être c'est plus en lien avec des fonctions exécutives. On ne sait pas quel est le rôle de ces fonctions exécutives, en tout cas directement en dehors de l'attention sur les problèmes d'apprentissage de lecture des autres. Et puis nous nous sommes intéressés, nous, à un autre aspect, la mémoire, les mémoires. Donc là, c'est une étude menée sur un plus petit échantillon d'enfants, 18 enfants, avec une batterie assez complexe, assez complète sur les aspects mnésiques, et qui a permis de dire, parce que dans la littérature, la mémoire, les fonctions mnésiques sont plutôt respectées dans la neurofibromatose. Alors c'est partiellement vrai, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont impactées, en particulier la mémoire de travail. Donc on avait vu tout à l'heure la mémoire de travail visio-spatiale, il y a aussi la mémoire de travail auditivo-verbale qui est impactée. Donc retenir de l'information pendant un court instant et faire des manipulations dessus, c'est un petit peu limité dans cette situation. Mais on a aussi trouvé des choses qu'on ne connaissait pas, comme des difficultés au moment de l'encodage de l'information ou des difficultés dans la mémoire autobiographique. La mémoire autobiographique, c'est finalement le souvenir d'événements qui me concernent. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de mon anniversaire? Qu'est-ce qui s'est passé la veille lors d'un repas en famille? Les détails, les enfants nous ont montré qu'ils avaient plus de mal à les restituer. Et le travail de Stéphanie Maziro, qui est une autre personne qui a mené sa thèse qu'on a encadrée à Toulouse, a montré que c'était vraisemblablement en lien avec les processus exécutifs que Arnaud Roy a souligné comme étant, que l'équipe d'Arnaud Roy a souligné comme étant déficitaires. Alors, vous avez vu que sur le diagramme, je vais juste dire un mot du cerveau, parce que malgré tout, l'équipe toulousaine, c'est à la fois c'est la neuropsychologie, donc ça veut dire c'est à la fois le cognitif et l'étape au-dessus, le cerveau. Et donc, vous savez que quand on vous propose à vos enfants des recherches, souvent on propose aussi de réaliser une IRM. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces IRM? On les regarde, on les analyse, alors, c'est un schéma très complexe, c'est une diapo très complexe, mais je vais essayer de vous donner l'idée générale. De la même façon qu'on essaye de chercher les marqueurs au niveau cognitif, on regarde les marqueurs au niveau cérébral. Or, vous savez tous et toutes que quand on fait des IRM à des enfants qui ont une neurofibromatose de type 1, on retrouve ce qu'on appelle des OVNI, des objets brillants non identifiés. Je m'en souviens à Bordeaux, je vous avais montré des images. On vous a dû vous en montrer plusieurs fois. C'est sur certaines séquences d'IRM, un hypersignal sur les séquences pondérantes T2. Ce ne sont pas des tumeurs. Ce sont des modifications. Aujourd'hui, on pense que ce sont des modifications de la myéline, c'est-à-dire la gaine qui entoure le nerf, qui paraît un petit peu œdémateuse. Et en fait, ces OVNI sont présents plus d'un enfant sur deux. Ils ont tendance à diminuer à l'âge adulte. On a essayé d'établir des liens avec les troubles cognitifs. Jusqu'à présent, on ne l'a jamais vraiment établi, ce n'est pas formellement établi. Et en fait, ce que disent nos études, là, et en particulier cette étude-là, c'est que les OVNI ne sont sans doute que la partie immergée de l'iceberg. C'est pour ça qu'on a des difficultés à établir des corrélations. En fait, ce qui ressort, c'est que de cet article, c'est que lorsqu'on met la carte d'identité, voilà un enfant NF1, voilà un enfant qui est au développement typique, on rentre des critères
de mesures de substances grises, de substances blanches, de fonctions, comment fonctionne le cerveau au repos. Et on dit quels sont les critères qui déterminent le mieux l'appartenance à un groupe. Ce sont des analyses statistiques extrêmement complexes qui permettent, c'est quasi de l'intelligence artificielle en quelque sorte. Quels sont les enfants qui appartiennent à tel groupe et quels sont les enfants qui appartiennent à tel groupe? Quel est le facteur qui discrimine le plus les enfants? C'est en fait l'analyse de la substance blanche, ce qu'on appelle la diffusivité moyenne, qui est le critère qui voyait réparti le mieux entre les groupes avec une précision élevée, une spécificité, une sensibilité élevée. Et ça n'a pas de lien avec les omnis. Donc ça veut dire que, en fait, ce sont la désorganisation un petit peu de la substance blanche, des fibres de substance blanche, qui vraisemblablement est le fait le plus marquant dans cette maladie et vraisemblablement à l'origine des difficultés cognitives. Alors, la diapo d'après fait la synthèse, donc ça reprend exactement ça, on va y passer. La diapo d'après, on va y passer. Ma collègue Héloïse Baudou, qui est actuellement au Canada et qui fait partie de notre équipe et qui travaille, et certains d'entre vous peut-être la connaissent, a travaillé sur cet aspect-là et a regardé s'il existait des corrélations entre ce critère d'anomalie de la substance blanche et les troubles cognitifs dont je vous ai parlé. Elle n'en a pas trouvé. Alors donc on était un peu surpris parce qu'en fait on pensait que ça y est, on tenait le bon bout et le chaînon manquant. Et en fait on explique cela par l'hétérogénéité qui existe, et on en discutait tout à l'heure, au niveau de l'expression finalement. Même si on arrive à affiner la carte d'identité, il reste encore sans doute des facteurs d'hétérogénéité qu'on maîtrise encore pas suffisamment, qui font que finalement, quand on a une NF1, on est différent d'un de l'autre pour plein de raisons différentes et qu'on a du mal encore à établir un lien. Et si je reviens sur mon schéma de tentative de synthèse, finalement, pas de corrélation systématique, c'est-à-dire que cette flèche-là, aujourd'hui, je ne l'ai pas encore bien établie, elle n'est pas encore bien fixée à cause de ce problème-là de l'hétérogénéité individuelle. Alors, voilà, on vous a assommé avec des tas de choses complexes, mais ça me paraissait indispensable, c'est un devoir presque de vous restituer un petit peu les travaux, l'avancée des travaux que l'on mène depuis maintenant de très nombreuses années à Toulouse, soutenue par l'association depuis le début. Le message, hier j'étais à un autre congrès où on a parlé beaucoup de neuropsychologie, et vraiment le message qui ressort, c'est toujours le même, mais qui s'installe de plus en plus, c'est le dépistage précoce des troubles. Et donc, on disait tout à l'heure, avec la neurofibromatose type 2, par exemple, former les ophtalmos pour une cataracte, penser parmi les étiologies de cataracte, la neurofibromatose type 2. Là aussi, c'est pareil, c'est former les médecins, d'une manière générale, aux troubles du neurodéveloppement. Troubles du neurodéveloppement, ça veut dire je vais parler plus tard, je vais marcher plus tard, et puis ensuite je vais avoir des difficultés scolaires, donc les troubles d'apprentissage, réellement. Donc les repérer tôt, donc c'est-à-dire au moment du développement, donc former des médecins, des professionnels aux troubles du neurodéveloppement. Donc sachez que je suis responsable en écho à 3 personnes, je ne suis pas tout seul, mais d'un DIU, ça veut dire un diplôme qui forme notamment les médecins au neurodéveloppement. Donc sensibiliser, bien sûr. Ces enfants, vos enfants viennent maintenant, et moi je suis extrêmement content de la fidélité. Il y a très peu, les consultations annuelles NF1, j'ai très peu de défections, très peu d'annulations. Il y a une régularité qui m'impressionne chaque fois. Donc ça veut dire que voilà, ces consultations, elles ont un sens. Et le but de ces consultations, alors aider avec des outils qu'on peut transférer aux médecins traitants, aux pédiatres qui suivent l'enfant, mais aussi qu'on peut utiliser dans nos consultations, sont là pour repérer les difficultés d'apprentissage. Et ensuite, on va dire dégainer l'arsenal plus lourd dont a parlé Chloé Di Miglio tout à l'heure, je ne sais pas si elle est encore dans la salle, qui
qui est le bilan au centre de référence des troubles de langage d'apprentissage, c'est-à-dire un bilan neuropsychologique complet, extensif. Voilà. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne le fait pas systématiquement, on le fait un petit peu orienté quand on voit qu'il y a des problèmes, mais dès qu'il y a un problème, on le fait. Ça, c'est évident. Donc, du coup, à quoi ça sert tout ça? Ben, ça sert à mieux prendre en charge. On dépiste plus tôt, on sait là où sont les problèmes, on n'est pas sûr que la personne qu'on a en face de nous va avoir ces problèmes, mais comme on sait que ces problèmes peuvent se poser, bon, on va les regarder d'un œil plus attentif. Si je sais qu'une cataracte, ça peut être un point d'appel à une neurofibromatose type 2, je vais regarder la peau de façon plus attentive, parce que je le sais, et donc je vais faire un diagnostic plus précoce. Là, c'est pareil. La neurofibromatose type 1 expose plus à des problèmes phonologiques, elle expose plus à des problèmes visio-spatiaux, à des problèmes d'attention, donc je suis extrêmement vigilant à ces problèmes. Quand je suis vigilant, je repère mieux. Si je repère mieux, je vais pouvoir dire à mes professionnels qui travaillent avec moi en interaction, c'est pas moi qui prends en charge vos enfants, c'est le spécialiste du langage, l'orthophoniste, pour les problèmes de conscience phonologique. L'attention, c'est les problèmes, c'est soit un neuropsychologue, soit un ergothérapeute, soit un psychomotricien, enfin, il y a différents professionnels qui interviennent. Pareil pour les aspects visio-perceptifs et visio-attentionnels, il y a les orthoptistes qui rentrent dans la boucle aussi, et il y a aussi le traitement par méthylphénidate. Donc, il y a un traitement dont on sait qui est efficace dans cette population. Nos collègues de Lyon, il y a quelques années, de Lyon, donc, qui s'appelle Madame Lyon-François, a publié un papier qui montrait que donner du méthylphénidate à des enfants qui avaient des problèmes attentionnels, ça fonctionnait. Donc, c'était important de le montrer. On le sait dans la population générale, mais c'était important de le montrer dans cette population-là, qu'on ne faisait pas des bêtises. Et j'ai beaucoup d'enfants qui sont traités et qui sont suivis, que j'ai mis sous méthylphénidate, et ça fonctionne, je peux vous en assurer. Donc ça, c'est vous dire, il y a des réponses, d'accord? Et puis, il y a la recherche qui continue pour essayer de trouver d'autres pistes, parce que les méthodes que l'on met en place, il faut aussi qu'on les évalue. Est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas? Et c'est la fonction de Marie. Vous présenter les deux dernières. Donc moi je vais revenir sur les aspects visuels et donc on a étudié l'intérêt d'un outil d'aide à l'automatisation de la lecture basé sur le positionnement du regard. Donc on a reçu 15 enfants atteints de NF1 âgés entre 6 et 9 ans, donc qui avaient déjà commencé l'apprentissage de la lecture. Et parmi eux, il y avait 8 enfants qui ne présentaient pas de difficultés de lecture et 7 enfants qui présentaient des difficultés de lecture. Ces enfants étaient assis, avaient un ordinateur devant eux sur la table, et donc on leur a fait passer une tâche qu'on appelle de décision lexicale, où l'enfant devait fixer une croix au centre de l'écran, puis un mot, un item apparaissait dans son champ visuel droit. Cet item était soit un vrai mot, soit un pseudo-mot ou un mot inventé. Et donc, l'objectif, c'est d'attirer le regard de l'enfant vers la bonne position, en tout cas la position efficace, donc au centre gauche des mots. Pour attirer le regard à cette position, eh bien, soit on a mis la lettre en couleur, qui était à cette position, soit on a juste légèrement augmenté la luminosité de cette lettre, et donc cette augmentation de la luminosité n'est pas perceptible consciemment, mais peut être captée par la rétine. Et donc on a regardé si les enfants, lorsqu'on augmentait la saillance visuelle de cette lettre, allaient fixer au bon endroit. Donc ça, on ne pouvait pas le vérifier, c'était pas en oculométrie avec la petite caméra, mais par contre on a regardé si les enfants étaient plus rapides à faire la tâche. Donc la tâche de l'enfant, c'était de décider s'il s'agissait d'un mot ou d'un pseudo-mot, en appuyant à l'aide du boîtier. Et donc, on a mesuré les temps de réponse des enfants à ces tâches en fonction de s'il n'y avait pas d'aide, s'il y avait l'aide avec la couleur ou l'aide avec la surbrillance. Ce qu'on a observé et qui est très intéressant, vous avez ici les enfants avec déficit en lecture, ici les enfants sans déficit en lecture. En bleu, les enfants qui ont bénéficié d'au moins une des deux aides, et en gris, les enfants qui n'ont pas bénéficié d'aide. Ce qu'on observe, c'est que 100% des enfants qui présentaient des difficultés de lecture ont bénéficié de l'augmentation de la saillance visuelle dans leur temps de réponse. Et on a quand même 50% des enfants qui ne présentent pas de difficultés de lecture qui ont également bénéficié de l'aide dans leur temps de réponse. Ce qu'on observe, c'est que c'est la surbrillance qui apporte le plus de bénéfices pour ces enfants. Alors pourquoi ?
potentiellement parce que la couleur peut gêner l'identification du mot, alors que la surbrillance peut attirer le regard sans gêner l'identification du mot. Et on a également observé que finalement, c'était les enfants qui avaient le plus de difficultés à balayer du regard de gauche à droite dans le test que je vous ai montré tout à l'heure avec les chiffres, qui bénéficiaient le plus de l'aide. Donc ça, c'est intéressant parce que ça montre que potentiellement, cette aide à optimiser justement le positionnement du regard au centre gauche des mots. Et donc cet outil-là, c'est pas l'outil révolutionnaire qui va répondre à toutes les difficultés de lecture, mais c'est une piste de prise en charge pour les cliniciens qui peut être facilement mis en place du coup par les professionnels pour pouvoir travailler avec les enfants qui ont des difficultés visuelles et des difficultés de lecture associées. Pour conclure, et après on ouvre les questions. Vous l'avez compris, donc, mais encore une fois, j'ai insisté sur la fidélité. On n'a pas ce souci dans mon expérience. Donc, le suivi annuel, il est bien entré. On se voit régulièrement. Donc, le repérage précoce des TND est possible, des troubles du neurodéveloppement est possible. La nécessité d'un bilan neuropsychologique, on l'a dit, puisqu'il y a quand même cette hétérogénéité qui fait que même si on a extrait des choses prédominantes, on peut pas. Il y a toujours un enfant qui est différent. Donc ça, c'est important à bien entendre. Et c'est vraiment le bilan neuropsychologique qui va guider la prise en charge. Donc on a fait beaucoup de progrès sur la compréhension du phénotype depuis phénotype cognitif depuis ces 20 dernières années. Et donc il faut qu'on valide maintenant l'étape laquelle je crois maintenant, c'est de valider des prises en charge, en sachant qu'il y a des nouvelles thérapeutiques qui arrivent pour d'autres choses, par exemple pour les neurones plexiformes. Il faudra qu'on se pose la question de est-ce que ces thérapeutiques prescrites pour autre chose, mais ciblées sur la physiopathologie de la maladie, est-ce qu'elles peuvent améliorer indirectement ou directement les troubles cognitifs? Ça, c'est une question qu'on doit se poser. Voilà. Donc, bien sûr, je vais vous remercier, les enfants et les familles, de participer de cette entente que l'on a. Alors oui, je ne sais plus qui a dit tout à l'heure, je crois que c'est Chloé, je pense que le gène de la NF1 n'altère pas, ne touche pas le gène de la sympathie. Je suis d'accord. Non, mais je vais dire, bon, il nous brosse dans le sens du dos. C'est pas vrai. Je le pense sincèrement. Il y a quelque chose de sympathique dans une consultation avec des enfants avec une neurofibromatosis. Et d'ailleurs, ceux qui sont là et qui peuvent peut-être témoigner de l'enthousiasme qu'on a à vous voir en consultation. Bon, bien sûr, je remercie l'association puisqu'on vous a sollicité plusieurs fois, M. Dubois, et vous avez toujours répondu. Enfin, je dis M. Dubois, mais il vous représente. Hein, je sais bien que c'est pas lui qui décide tout seul, mais vous avez répondu toujours présent. Et puis, bon, on a été financé aussi par l'Agence nationale de la recherche, donc je veux la remercier aussi. Merci. Si vous avez des questions, Sylvain. Est-ce que le test de l'aide avec la mise en surbrillance, vous pensez que c'est quelque chose qui permettra de faire une sorte de rééducation, c'est-à-dire d'apprendre à fixer correctement le bon endroit dans le mot, ou est-ce que c'est quelque chose, une aide qu'il faudrait avoir tout le temps, tout au long de sa vie, pour pouvoir avoir cette aide pour lire en permanence? Donc l'idée, ce serait plutôt de le mettre sous forme d'outil d'entraînement, parce que l'idée, c'est de passer d'une transition où l'enfant fixe le début du mot et va décoder en plusieurs fixations sur le mot, et donc et ceux qui ont également des positions très variables, en fait, de stabiliser leur positionnement du regard, donc au centre gauche des mots. Et une fois que c'est stabilisé, normalement, la lecture, une fois qu'elle est automatisée, on va fixer préférentiellement cette position. Donc c'est pas un outil nécessaire à long terme, ce serait plutôt un outil du coup de remédiation. Et pour continuer sur c'est une sorte de booster, si vous voulez. L'idée serait c'est un booster au début pour voilà, on cale, c'est compliqué, hop, on l'entraîne un peu plus que notre enfant pour qu'on gagne du temps. Et ensuite, on a fait un pari sur l'avenir, ça va aller mieux. Et cette rééducation se ferait plutôt par une orthophoniste ou une orthoptiste ou...
Ça pourrait être envisagé par les orthophonistes, les orthoptistes, les psychologues spécialisés en neuropsychologie également. Il existe des ouvrages. Moi, je sais que l'orthophoniste. Je sais que l'orthophoniste nous avait préconisé des ouvrages justement qui existent déjà pour les porteurs de dyslexie. Où il y a, alors je ne sais pas si c'est le centre-gauche du coup, parce que je ne me suis jamais arrêtée là-dessus, où il y a des syllabes en couleur, syllabes rouges du coup dans le mot, et c'était voilà, des processus dans la rééducation de la lecture. Oui, il me semble que ces outils, c'est pas exactement la même chose, c'est pour favoriser le décodage, si je me trompe pas. Mais je connais pas d'ouvrage, il n'existe pas d'ouvrage à ma connaissance avec justement la lettre en couleur pour positionner correctement le. Oui, effectivement, ce que vous dites en fait, c'est qu'il a parmi les méthodes d'entraînement ou d'amélioration, d'accès à la conscience phonologique qui comprend le phonème, ce que je vous ai dit, le petit son, mais aussi les syllabes, on peut utiliser la mise en couleur des syllabes pour les rendre plus saillantes. Et pour, voilà. Donc là, on est sur le langage. Là, ce qu'elle vous a parlé, c'est le visuel, le positionnement du regard. Mais peut-être, ce que j'ai essayé de vous dire et qu'on a essayé de vous dire, vous avez vu qu'il y a plusieurs domaines. Idéalement, ce serait de trouver une méthode un petit peu combinatoire, adaptable, pour chaque enfant, c'est-à-dire mettre un peu on va dire, de visio-spatial, mettre un petit peu de phonologique, moins, plus d'attention que ça. Alors, il y a des collègues, il faut le dire, qui travaillent au niveau national dans la dyslexie sur des programmes je dirais multi-composite, un petit peu comme ça, et adaptable aux difficultés de l'enfant, notamment un chercheur à Marseille qui s'appelle Johannes Ziegler, ça y est, je vais y arriver, et on attend les résultats, ils sont en train de tester la méthode, de voir si ça fonctionne. Ce qui est important dans le message qu'on vous a donné aussi, c'est que l'intérêt de travailler des chercheurs qui connaissent les troubles en dehors de la neurofibromatose et des chercheurs qui travaillent sur la neurofibromatose, c'est le transfert. C'est-à-dire que les connaissances que j'ai personnellement sur les troubles du neurodéveloppement, la dyspraxie, je le transfère à la neurofibromatose, et les chercheurs vers qui on va, qui travaillent plus spécifiquement sur la neurofibromatose, donc on peut imaginer que des travaux de recherche qui soient bénéfiques aux dyslexiques, on puisse évidemment s'en servir, et on a vu ça avec le traitement, le méthylphénidate. Au début, on ne l'a pas donné aux enfants NF1, mais on a regardé que, bon, est-ce que ça pourrait fonctionner chez les enfants NF1? Oui, ça fonctionne. Et donc, on s'en sert, évidemment. Et à part les médicaments, est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres méthodes, parce que moi, ma fille est atteinte de troubles de l'attention et l'hyperactivité, d'autres méthodes qui sont peut-être encore peu connues. Moi, on va parler de neurofeedback. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot. Oui, je vais dire un mot, parce que hier, j'ai pas une question. C'est là que... Alors, aujourd'hui, effectivement, il y a d'autres méthodes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de méthodes dans la prise en charge du TDAH, au sens large et au trouble de l'attention, enfin, au sens large des troubles d'attention et au TDAH en particulier. Il y a différentes méthodes qui sont validées. Je ne sais pas si on vous a parlé des groupes d'habileté parentale, par exemple, qui sont des techniques qui, on travaille avec les parents pour améliorer des réponses à des comportements d'enfants, pour diminuer le mauvais comportement, entre guillemets, et renforcer les bons comportements. Par exemple, ce sont des méthodes qui maintenant commencent à être diffusées. Mais ensuite, il y a tout un tas d'autres méthodes, dont fait partie le neurofeedback, qui arrivent et qui, aujourd'hui, si on fait ce qu'on appelle, nous les scientifiques, une méta-analyse, il n'y a pas d'éléments suffisants pour dire le neurofeedback est un traitement central de la prise en charge du TDAH. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'essayer. C'est une méthode scientifique qui peut être faite par un professionnel qui maîtrise la chose. Si le professionnel maîtrise la chose, je dis ça parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des charlatans qui s'installaient et qui disaient qu'ils étaient capables de faire du neurofeedback. C'est quand même de la neuropsychologie, le neurofeedback. Donc, il faut que ce soit un neuropsychologue formé, qui sache ce que c'est que le neurofeedback, et l'essayer.
pourquoi l'essayer? Parce que peut-être votre enfant, ça va marcher. Au sein de l'analyse statistique, ça ne marche pas, mais peut-être que votre enfant, ça marche, et que quand on a essayé différentes choses qui ne marchent pas, peut-être qu'il faut essayer une méthode qui vous allez contredire finalement ce que dit la science, mais ça, c'est pas grave. Du moment que vous ne partez pas vers des personnes malveillantes qui vous font payer des sommes astronomiques, qui ne sont pas capables de connaître la méthode et qui vous vendent du rêve alors qu'il n'y a rien derrière. Voilà. Donc, allez vers un professionnel, formé. Oui, le neurofeedback est possible dans le TDAH. Non, la science aujourd'hui ne donne pas au neurofeedback une place centrale dans la prise en charge du TDAH. Bien, merci beaucoup, une nouvelle fois. Si j'ai bien compris, il y aura d'autres résultats, je dirais, qui donneront lieu à... D'autres publications. Voilà.